Bonjour, aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans et je suis pilote d'hélicoptère. Mon hélicoptère, c'est lui. Je soupçonne que ceux qui m'ont embauché ne m'aiment pas trop, parce que surprenamment, il est tombé en panne. Je suis donc tombé dans cette jungle, heureusement recouverte de mousse, ça aide à atténuer le bruit des hélicoptères qui tombent. Seulement voilà, dans cette même jungle habite Robert, un lapin à dents de sabre géant. Lui non plus, il m'aime pas. Du coup, va bien falloir que je me défende. Heureusement que Robert était aveugle. Hello there. Oh merde. King! Bonjour à tous ceux qui se lèvent, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. On va pas se mentir, tomber, c'est pas terrible. Mais un truc terrible, c'est quand un avion ou un hélicoptère tombe, parce qu'il tombe d'encore plus haut. Un truc encore plus terrible, c'est quand t'es dedans, parce que du coup tu tombes en même temps. Parce que voilà, si t'as le malheur, et je dis bien le malheur, de survivre à ta chute, c'est souvent pour tomber au milieu de nulle part. Et les nulle part sont souvent des nulle part parce que c'est tout pourri d'y habiter. Résultat, il va peut-être falloir chasser pour manger, ou peut-être même pour pas te faire manger. Les machines volantes, ça tombe à peu près depuis que les machines volantes volent. Ça fait longtemps. Et un endroit où il y a plein de machines qui tombent, bah c'est l'armée. Parce que figurez-vous qu'un avion troué, c'est comme une chèvre trouée, ça vole moins bien. Pendant la Première Guerre mondiale, les avions sont très moyennement armés. Et même quand t'as la chance d'avoir une mitrailleuse à bord, c'est pas très pratique de la décrocher pour les crapahuter et flinguer du gnou. Tout change à partir de la Seconde Guerre mondiale où on se dit enfin que non, un pilote qui tombe n'est pas forcément acheté à la poubelle. Et v'là tipa que les carabines de survie fleurissent. Enfin, sauf chez nous, où globalement on s'en fout. Ils ont qu'à aller au bistrot le plus proche s'ils tombent. Les Allemands, ces gros frimeurs, sortent le M30 Luftwaffe, un gros drilling bien luxueux comme il faut. Les États-Unis, eux, ils s'y mettent un petit peu plus tard et surtout ils décident de jouer dans la catégorie clodo avec la M4, chambrée quand même pour la très respectable 22 Hornet, et surtout la super connue M6. La M6, c'est un gros bazar mixte, avec un canon en 410 et un canon toujours en 22 Hornet. Assez curieusement, c'est pas mauvais, et les seules vraies critiques sont venues des pilotes qui se viandaient en région arctique. Pour deux raisons principales. La première, c'est que moufle et pontet, ça fait pas un super duo, et que par moins 60, l'aluminium, c'est un super scotch à joue. Nous sommes en 1956 et là arrive le B-70. C'est pas une carabine de survie, c'est un bombardier tactique nucléaire. Mais je comprendrais que vous confondiez, c'est à peu près pareil. Comme en 1956, les M4 et M6 ne sont déjà plus fabriqués en réalité, l'US Air Force demande à Armalite de lui créer ça. Et Armalite confie ça à, devinez qui, à quelqu'un que vous connaissez bien, son ingénieur fétiche, Eugene Stoner. Et c'est le début de 69 ans de couple entre Stoner et les carabines de survie. Stoner crée donc l'AR-5 ou MA-1 de son nom d'adoption par l'US Air Force. Simple, démontable, ultra compact et qui flotte sur l'eau. Si, le Jésus des carabines. Et là, devinez la tuile. L'état-major US annule le B-70. Merde. Et du coup, plus de budget, plus de pognon, plus de copec et donc plus d'AR-5 non plus. Elle a beau avoir déjà été officiellement adoptée,
eh ben il y en aura que 12, les 12 premiers protos. D'autant plus qu'on considère que pour le reste des avions, bon en fait il y a largement assez de carabines de survie en stock, donc on va continuer à utiliser les M4 et les M6. Hein. Résultat, chez Armalite, bah, c'est un petit peu la consternation et l'embarras quoi, parce qu'ils se retrouvent avec une bavée d'outillage, des machines toutes neuves et plus de contrats. Et pas de pognon et du temps perdu, bah, c'est pas très capitaliste friendly quoi, ces militaires ils comprennent rien, ils font rien qu'à pas payer. Je suppose que c'est ce qu'ils ont dû dire, mais enfin bon, c'est une vue d'artiste. Hein. Il demande donc à Stoner de revoir son AR5 pour le marché civil et ça deviendra l'AR7 Explorer. Alors, commençons par un petit peu de tir et vous remarquerez que je n'ai qu'une crosse. Bah zut alors, hein, piou, 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 piou. Je peux pas tellement faire la guerre des étoiles, quoi. Non, tout est dans la crosse. Donc, j'attrape la plaque de couche. Et en tirant, voilà, avec un petit peu de bonne volonté, je sors le canon, je sors le chargeur et je sors... Putain, le boîtier. Je remets la plaque de couche, je colle le boîtier en place et hop là. Et juste en dessous, j'ai une grosse vis qui est imperdable. Imperdable. Perdu. Non, réellement imperdable. Je visse. Ensuite, j'ai ici une petite saignée qui correspond à un petit bourrelet sur le canon. Hop, je rentre ça dedans. Je visse. Et donc, j'ai mon chargeur qui, visiblement, n'est pas un chargeur de 10, j'ai l'impression. Même si ça y ressemble, je crois que c'est un chargeur de 8. On va vérifier. Et on va surtout tirer un petit peu. Ben oui, pour une raison que j'ignore, parce que normalement c'est un chargeur de 10, celui-ci, je sais pas pourquoi, c'est 8. Bon, écoutez, on va s'en remettre. Hein. Alors, donc c'est une semi-auto classique, avec un levier assez rigolo, puisqu'il est parfaitement mobile, il rentre et il sort un peu comme il veut. Mais bon, c'est pas gênant du tout, donc on arme, hop, voilà. Ce sont des organes type poteau pipe hall. Essayons de nous appliquer un petit peu. Ouais, la queue de détente est lourde hein, quand même. Ah, clic et ça tombe bien. J'allais faire n'importe quoi. Alors reprenons. Remettons-nous juste les deux coups qui manquaient parce que ça m'agace de faire des chargeurs de 8 sincèrement. Je sais pas ce qu'il a ce chargeur. Essayons de... Ouais non, continuons à nous appliquer. Comment ça clique? Ah, bon. Petit défaut d'alimentation. Oula. Petit défaut d'alimentation. Voilà. Alors, tiens, question. Est-ce que ça s'est tiré sans chargeur? Je suppose que oui. Oui. Arme vide, parfait. Alors, je vais quand même voir ce que j'ai fait, vite fait. 89, c'est pas mal. Ça va, c'est cool. Ouais, bien. Ça tire un peu bas. Mais à part ça, enfin à 25 mètres, ça tire un peu bas, je sais pas. Peut-être que hop, la convergence n'est pas prévue pour cette distance-là, mais qui sait. On va s'en remettre 5 et on va tirer un petit peu plus rapidement, juste pour voir si c'est faisable. C'est extrêmement léger, hein, je vous en reparlerai, mais c'est vraiment extrêmement léger. Donc on sent un petit peu la 22. Hop. Alors, bombardons comme des débiles. Et voyons si on fait mieux. Donc j'en ai 7 dans le 9. Non, attends. J'en ai 8 dans le 9, 1 dans le 10 et 1 dans le 8.
Bon. Bonkers. Alors ça gigote un petit peu, hein. Ça saute de la batterie assez facilement quand même. 43, j'ai envie de dire, à cette vitesse, ça va. Je demande pas mieux. Bon, cette carabine est bien. On va être clair tout de suite, hein. C'est archi léger, ça fait 1,20 kg. Et le détail qui me fait le plus marrer sur cette carabine, c'est que la queue de détente est à 3,17 kg. Ce qui veut donc dire qu'il y a plus de force à mettre pour appuyer sur la queue de détente que pour soulever la carabine au complet. La crosse est vraiment très dodue, ce qui veut donc dire qu'il faut passer par-dessus. On s'attend pas vraiment à ça et c'est... Putain, je suis dégoûté. Je crois que c'est une meilleure carabine de gaucher que de droitier. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais le boîtier est extrêmement désaxé à droite. Donc en fait, autant quand on épaule à droite, eh ben, on est obligé de se décaler comme des cons, autant à gauche, j'ai juste à être là, quoi. J'ai juste à être présent. Oh putain, on va essayer du gauche tout à l'heure, parce que ça me... Ah, putain, pour une fois, je dis que ça me dégoûte, mais pour une fois que les gauchers se font pas niquer la gueule, c'est pas mal. C'est appréciable. La mécanique est archi fluide. C'est dingue, j'adore. Pour une carabine comme ça, c'est même surprenant, quoi. Alors on pourrait me dire, ouais mais il y en a beaucoup qui marchent pas bien. Déjà il lui faut des munitions péchues pour fonctionner. Moi j'ai de la High Velocity, de la Clean, qui est déjà bien péchue. Et qui plus est, ces chargeurs qui ont existé en 10, 15 et 20, et visiblement en 8 aussi, je ne sais pas pourquoi, ont souvent des petits défauts et les premiers types comme celui-ci étaient juste pincés. Et parfois, bon, ça finit par s'élargir. Après, il y a eu des variantes un petit peu voilà, pour améliorer ce truc-là, mais bon, c'est souvent son chargeur en fait qui est en faute, pas tellement la carabine. C'est tellement différent de tout le reste que ça en devient bien. Et je dis pas différent dans le sens Little Badger, tu vois. Je dis différent dans le sens Eugene Stoner, c'est-à-dire un concepteur avec des neurones, quoi. Donc, tout comme la R5, elle conserve le côté takedown, elle conserve le côté tout démontable, elle conserve le côté tout est dans la crosse, et théoriquement, elle peut aussi flotter. Je vais pas essayer. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit, une culasse non calée avec un levier tout chelou qui rentre et qui sort à peu près comme il veut, mais encore une fois, c'est vraiment pas un problème. Il y a une sûreté, ici, voilà, que bien. Elle est bien, elle est ergonomique, elle est facile à choper, tout ça, c'est cool. Et assez curieusement, cette culasse est motivée par 2 gros ressorts récupérateurs assez forts. C'est assez étonnant sur une 22, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui faut des munitions péchues. Mais bon, ça respire... Je vais peut-être pas dire la qualité, parce que faut peut-être pas exagérer, mais sans rire, ça inspire la confiance au moins. C'est bien, vraiment c'est bien. J'ai déjà entendu dire que les canons d'AR7 étaient en aluminium. J'ai besoin d'en dire plus ou... Oui? Ah, bon. En fait, les canons d'AR7 ont toujours été en acier, mais en acier chemisé aluminium, ou en acier tout court, ou en acier chemisé composite. Mais ça n'a jamais été purement alu, contrairement à l'AR5. D'où la confusion. Allez, refaisons un petit peu de tir, on va tester des trucs un peu rigolos. Déjà, on va tester à gauche, puisque je disais que ce serait très probablement une très bonne carabine de gaucher. Bah ouais, putain, ça tombe tellement bien à gauche. Le problème à gauche, c'est que c'est moi qui suis mauvais, quoi, mais... Ah, petit incident. Clic. Merde, faut quand même que je compte mes coups parce que bon voilà. Tiens, testons à une main parce que 1,2 kg, bon j'ai connu des crottes de chien plus lourdes que ça quoi. Ouah, oula, ouais, je vois rien. C'est génial. Ah, petit défaut d'introduction. Voilà, c'est bon. C'est excellent. Mais à une main, c'est incroyable. Il y a tellement de revolvers et de pistolets beaucoup plus lourds que ça. Ça se tire vachement bien. Et même moi qui ai tendance, vous savez, à la tétanie musculaire un petit peu et à trembler, mais là, boum, 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 tranquille, quoi. Ah, ça, c'est excellentissime.
Vraiment. Tiens, recommençons. Faisons-nous vite fait un chargeur de 8 plus 1. On va essayer de pousser un peu la capacité, même si encore une fois, je ne comprends absolument pas pourquoi. Est-ce que c'est pas 10? Parce que, à ma connaissance, il n'existe pas de chargeur de 8 chez Armalite. Et tentons de rester stable et donc de tirer vite. Attention. 3, 2, 1... Ah. Merde. Je suis vite, c'est pas grave. C'est juste la dernière qui déconne. Bon, peut-être que le chargeur est un petit peu fatigué. Je suis extrêmement fier de la cadence. C'était très très régulier. Je suis fier, vous voyez. Tellement peu pour être heureux. Bref, pardon, je vous l'ai mis dans la tête toute la journée. Tiens, quand même, que ce soit la M4, la M6, la R5, la R7, elles avaient toutes dans le cahier des charges pour point commun de devoir être précises jusqu'à 50 mètres environ. Eh ben, allons tester à 50 mètres. Allez, mettez vos prédictions en commentaire. Est-ce que c'est raisonnablement précis ce truc? Avec son œilleton qui est bon, pas tellement fait pour ça, mais hop. Alors je sais que je suis dedans, mais je vois absolument pas où. C'est pas grave, hein, je vais essayer de faire un groupement plutôt que du point. Vous le voyez, mais moi là. J'ai pas entendu de marmotte hurler, donc c'est que c'est bon signe. Bon, celui-ci, je l'ai peut-être un peu bâclé. Je vais un peu vite. Ah bah écoutez, je vais aller voir, je reviens. Bah vous savez quoi, c'est pas excellent, mais c'est pas dégueulasse non plus. Alors attendez, mais ça va être facile à calculer ça en fait. 10, 20, 30, 40, 50, 60... Putain. Et là j'en ai 4. Donc c'est tout bon, là elles sont toutes dedans. 36. J'ai fait 96. Avec ça? Eh ben oui, ça fait le taf. Même sans forcément s'appliquer, ça fait le taf. D'autant que franchement, ouais, la visée est super claire. Elle est pas très micrométrique machin, mais c'est sûr que... Enfin elle est pas du tout en fait. Mais elle est super claire. Putain, je suis sur le cul, pour ne rien vous cacher. Bon voilà, ça fait peut-être un peu cheapos, mais reste que c'est précis et ça change d'absolument tout. Alors autant les AR7 qui viennent réellement de chez Armalite comme celle-ci sont quand même méchamment rares, ça truite, et la production s'est pas arrêtée à Armalite en réalité. En 73, ils revendent les droits d'exploitation à Charter Arms, puis en 90 à Survival Arms, en 98 à AR7 Industries, et depuis 2007, c'est Henry qui fabrique la AR7. C'est commandable chez nous, si vous voulez, je peux commander ça. Mais je trouve ça très très cher, c'est 1000 € en gros quand même. Il a existé une version pistolet nettement moins fun de la AR7 Explorer qui s'appelle l'Explorer 2, une version argentine parce que pourquoi pas, et surtout la seule et unique variante qui soit en service militaire, qui ait été en service militaire, c'est la version israélienne. J'ignore jusqu'à quand elle a été en service au pays d'Equipa, mais ma foi, ils l'ont eu. Dans le parc militaire US, les carabines de survie un peu fun de ce type-là ont été remplacées en 2018 par le Go 5A, qui est jamais qu'un M4 commando, mais avec un canon détachable, quoi. Je trouve ça triste. Déjà parce que ces petits bidules à la con ont un charme parfaitement indescriptible, et puis ensuite parce que ça donne un côté nettement plus hardcore à la survie que si j'embarquais un minigun dans le sac, vous voyez. Du coup, ça m'a quand même bien fait plaisir de pouvoir vous la montrer. C'est franchement quelque chose, moi, que j'aime bien. J'espère que vous avez apprécié avec moi. Merci infiniment à tous ceux qui regardent. Merci aux abonnés, abonnez-vous. Merci aux tipeurs, beaucoup qui aident la chaîne. Merci à tous ceux qui laisseront des commentaires parce que ça aide aussi énormément. Je vous dis à samedi prochain. Mangez des légumes et buvez beaucoup d'eau. Restez hydratés, sans quoi l'ours il va vous gauler. Ciao!